Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier deux personnes qui me sont très chères tout d'abord, mais qui ont été à l'organisation de cette importante réunion. Tout d'abord le président, très chers amis depuis de longue date, Moulay Idriss Alaoui, et ma très chère amie et sœur Souad Kawi. Il m'a eu à l'usure parce que j'étais invité durant toutes les précédentes sessions du forum et malheureusement les dates ne coïncidaient pas avec mon agenda. On était très pris, comme vous le savez, de devoir tout d'abord. Mais cette fois-ci, il a tenu, il était tenace. Je vous remercie d'avoir tenu bon. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais être un peu lent. Vous allez devoir me supporter, tout simplement parce que j'ai essayé d'aborder tous les aspects de l'initiative royale avec une modestie et la compréhension que j'ai eue à travers une optique aussi bien marocaine, onusienne qu'internationale. Sa Majesté le Roi a dit, que Dieu l'assiste, l'Afrique est un pays, est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Il doit se prendre en charge. C'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Il a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. C'est de projets de développement humain et social dont notre continent a le plus grand besoin. Fin de citation. C'était le message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours d'ouverture du Forum Maroc-Côte d'Ivoire à Abidjan en 2014. Le souverain a lancé à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte un appel pour faire de l'Atlantique un espace de coopération et également un espace d'intégration avec les pays qui sont enclavés, qui sont, comme vous le savez, le Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Cette initiative se caractérise par une double symbolique. Sur le plan national, il y a son timing. L'initiative a été annoncée par le souverain à l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse Marche verte, ce qui est une manière de confirmer les liens historiques, dynastiques, spirituels, économiques et culturels du Sahel avec le Maroc, à travers son Sahara. Elle traduit également l'affection particulière de Sa Majesté le Roi, porte au continent africain en général et au Sahel en particulier, en raison de l'unité du destin, l'imbrication humaine de la paix, la stabilité et le développement socio-économique entre le Royaume et la région voisine du Sahel. Sur le plan international, le geste royal survient dans un contexte mondial et continental troublé et mouvant. La guerre fait rage en Europe, au Moyen-Orient, au Soudan. Les attaques des Houthis dans la mer Rouge perturbent gravement le trafic maritime international. Cela a été souligné par M. le ministre. L'extrémisme violent gangrène le Sahel, aggravant ainsi la déstabilisation de ces pays. Certaines missions onusiennes en Afrique plient bagages, sans avoir ramené la paix ni la sécurité pour lesquelles ils ont été créés. Les rivalités géopolitiques s'exacerbent entre les grandes puissances dans cette large région stratégique du Sahel, avec l'intrusion d'un nouvel et dangereux acteur, avec son grand registre de déstabilisation, en l'occurrence l'Iran et ses acolytes. L'intensification de la compétition géoéconomique entre les pays développés avec leur convoitise des immenses richesses minières de la région sahélienne. L'alarme lancée par le Programme des Nations Unies pour le développement dans son récent rapport de développement humain 2023-2024 sur le niveau record de développement des pays riches et l'immense régression de la moitié des pays pauvres
majoritairement pays africains et dont ceux du Sahel, alimentant ainsi la polarisation à l'international et les tensions politiques en interne. C'est donc dans ce contexte international anxiogène, fragmenté et chargé d'incertitudes que survient l'initiative royale. Cette initiative est forte par son altruisme, porteuse d'espoir par sa projection sur l'avenir, libératrice d'énergie économique de ces pays enclavés, ambitieuse par son objectif ultime de la stabilité et du développement durable. C'est donc une initiative qui se distingue par sa portée multidimensionnelle, stratégique, politique et économique. S'agissant de sa portée stratégique, le continent africain et la région sahélienne en particulier sont malheureusement habitués aux initiatives régionales sans lendemain, voire mort-né, parce que parfois opportunistes ou politiquement motivés, parfois irréalistes ou saugrenus, telle la mirifique zone franche algérienne sortie du néant désertique en faveur de 5 pays sahéliens, ou celle de l'offre de l'accès à des mers où sévissent la piraterie maritime et les groupes terroristes, ce qui est nullement le cas de l'initiative royale d'accorder aux pays enclavés du Sahel un corridor vers l'océan Atlantique, parce qu'elle est autant réaliste que hautement stratégique à plus d'un titre. 1. Il procède de l'attachement immuable de Sa Majesté le Roi à l'enracinement du royaume dans sa profondeur africaine et de l'unité de l'Afrique, que le voisin algérien a désespérément tenté de sévrer en créant une fantomatique entité devenue proxy de guerre contre le Maroc afin de contrer le retour du Sahara à sa mère patrie et couper ainsi le royaume de ses racines africaines. 2. Il s'inscrit dans le sillage des multiples visites que le souverain a effectuées dans le continent africain et les chantiers socio-économiques gigantesques qu'il y a lancés et qui sont aujourd'hui pleinement opérationnels au bénéfice des pays africains frères. 3. Elle est la parfaite incarnation de la vision royale pour une Afrique unie, prospère et se prenant en charge, et n'ayant d'autre objectif que de favoriser la paix, la stabilité et le développement socio-économique dans les pays africains frères du Sahel. 4. Il s'insère dans le continuum de la stratégie multidimensionnelle de Sa Majesté le Roi en faveur de l'Afrique en général et sa façade atlantique en particulier. En l'occurrence, la mise en place de l'initiative qui a été soulignée ce matin des 23 États africains de l'Atlantique, initiée en 2009. Il y a également la création en marge de la COP22 à Marrakech de 3 commissions climatiques, la première pour le Sahel, la deuxième pour le bassin du Congo et la troisième pour les États insulaires. Et il y a enfin le lancement du méga-projet du gazoduc Maroc-Nigeria, dont bénéficieront largement les 12 pays qu'il traversera, autres ceux du continent européen. Après la déclinaison des soubassements de l'initiative royale et avant de développer les motifs propres aux pays sahéliens, une question s'impose. Pourquoi l'Atlantique? La réponse est simple. Cette étendue océanique est devenue un pivot majeur pour la construction de la stratégie géopolitique de la façade africaine de l'Atlantique, confortée par une multiforme coopération prometteuse avec les États-Unis, les pays européens et ceux de l'Amérique latine. Malgré le déplacement de la guerre froide vers la région Indo-Pacifique, l'Atlantique conservera toujours son importance stratégique pour les grandes puissances et sa place vitale en tant qu'espace maritime, commercial et humain entre les États de ses côtes africaines, européennes et américaines, adossé à un continent fort de ses vastes territoires, ses richesses naturelles et sa population jeune et dynamique. Et cela a bien été développé par messieurs et madame les ministres. Maintenant, s'agissant de l'étendue humaine et culturelle
de cette initiative. L'enclavement d'un pays ne se réduit pas uniquement à un déficit ou à un manque d'accès à la mer. Il se présente aussi en un sentiment d'enfermement ou d'exclusion d'une population ou d'un groupe humain. C'est ce que les sociologues assimilent au syndrome d'obsidionalité, c'est-à-dire d'enfermement. D'où le grand mérite de l'initiative royale de sortir ces pays de leur isolement et partant de leur vulnérabilité, et ce, en leur offrant un grand espace humain plus large, in fine, en les intégrant dans un système économique et commercial ouvert sur le monde. Le royaume est fort de sa situation géographique privilégiée, à la croisée des 3 continents et des cultures arabo-euro-africaines. Aussi, l'initiative royale confortait les liens humains, spirituels, séculaires, qui existent depuis des siècles entre le Maroc et les pays du Sahel, marqués notamment par la haute considération et vénération dont jouit Sa Majesté le Roi, Amir al-Mouminin, auprès des populations du Sahel. Il contribuera à faciliter la libre circulation des personnes, particulièrement pour les pèlerinages cultuels au Maroc. Ces liens humains multidimensionnels sont renforcés par le partage du rite malikite, l'appropriation de l'islam du juste milieu, où le sophisme occupe une place prépondérante, outre la formation de plus de 1000 ulama, morshidat, morshidin sahiliens, dans les instituts et universités du royaume. Il y a également la dimension de l'audace de cette initiative. C'est une initiative audacieuse. Je vais vous dire pourquoi. L'importance de l'initiative royale est à analyser également à l'aune de l'enjeu de l'accès à la mer dans le passé et dans l'histoire présente. En effet, l'accès à la mer a souvent été à l'origine de guerres entre nations, enclavées et celles côtières. Il est devenu vital, voire existentiel pour certains pays qui l'assimilent désormais à un droit légitime. C'est le cas de la Bolivie qui a saisi la Cour internationale de justice contre le Chili en 2018 au sujet de son accès à la mer qu'il avait perdu consécutivement à sa défaite dans la guerre du Pacifique en 1879. Et la Cour internationale de justice a donné raison au Chili. C'est aussi le cas récent de l'Éthiopie, qui a revendiqué le droit d'avoir un accès à la mer Rouge en tant qu'impératif existentiel, ce qui a suscité une grave crise politique avec l'Érythrée, puis avec la Somalie, et aggravé les tensions dans la Corne de l'Afrique, région jamais remise de ses démons guerriers, malheureusement. Ainsi, force est de constater que si le couloir vers la mer est une cause de conflictualité en Afrique de l'Est, l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi l'a transformée au Sahel en un facteur de paix, de stabilité, de coexistence et de développement. En effet, cette initiative est un geste royal et autant audacieux qu'inédit en Afrique. Elle est motivée uniquement par l'objectif d'une coopération régionale volontariste dans un espace géographique revisité avec une approche pacifique et solidaire. Il procède également d'une démarche holistique et multidimensionnelle pour aborder les défis géographiques qui handicapent l'essor économique de toute une région qui reste malheureusement vulnérable et qui fait face au péril de la désertification, l'extrémisme violent et les changements climatiques. Il s'adresse en outre aux causes profondes de la fragilité de la région, à travers le renforcement de la résilience de ses populations et la stabilité politique de ses États, fondée sur la communauté de destin, la coopération et la focalisation sur les meilleurs facteurs de développement, et ce, en s'éloignant de tout paternalisme ou ingérence dans les choix stratégiques de ces pays. Enfin, il pourra servir de modèle à d'autres actions similaires en faveur des pays sans littoral dans le monde afin de trouver des solutions innovantes
aux problèmes multiformes de l'enclavement dont souffrent lourdement 47 pays dans le monde, dont 16 sont africains. Venons maintenant à la dimension politique. Et cette initiative vise une relation politique renforcée entre le Maroc et ses pays frères du Sahel. Les liens du Maroc avec les pays du Sahel sont séculaires. Ils ont été nourris par des apports multiformes des dynasties marocaines successives. Après les indépendances, ces pays ont bénéficié de l'assistance et de la coopération consistante du royaume, et ce malgré les pressions, les menaces et les chantages de leurs voisins algériens. L'avènement du règne de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a été un tournant marquant dans ces relations en leur insufflant un grand élan tant qualitatif que quantitatif, et ce à la faveur des nombreuses visites royales aux 5 pays de la région, des accords de coopération qui ont été signés et les projets socio-économiques lancés. Avec l'Afrique en général et le Sahel en particulier, le Maroc n'épargne aucun effort pour renforcer ses relations politiques grâce à une diplomatie royale agissante, appuyée par une forte dimension économique, commerciale et éducationnelle. Aussi, l'initiative royale vient-elle à point nommé pour donner une impulsion nouvelle à ces relations à travers ce qu'on peut appeler la diplomatie bleue. Celle-ci ambitionne d'aider ces pays à s'affranchir des barrières physiques et non physiques et libérer ainsi le grand potentiel de leurs échanges commerciaux et renforcer leur connexion, leur connectivité avec le reste du monde grâce au grand portail atlantique que Sa Majesté le Roi leur ouvre. Cette initiative promeut également la stabilité régionale. La région du Sahel a été pendant des siècles un havre de paix, de coexistence civilisationnelle, spirituelle et tribale, et une destination pour tous ceux en quête du savoir, des sciences et de l'érudition. Elle était même le centre par excellence du commerce en Afrique. Malheureusement, depuis plus de 2 décennies, cette région est affligée par la criminalité transfrontière, les réseaux mafieux de la migration, les groupes séparatistes, l'extrémisme violent et l'incrustation rampante et meurtrière des groupes terroristes Daesh et Al-Qaïda, compromettant ainsi le développement de l'ensemble de ces pays. Cependant, convaincu qu'il ne peut y avoir de développement sans la paix et la sécurité, le Maroc, grâce à la soft diplomatie royale, a investi d'énormes efforts en faveur de la stabilité régionale, la réconciliation nationale et la paix dans cette région. C'est dans ce cadre qu'il convient donc d'inscrire l'initiative royale avec son grand corollaire des dividendes qu'il ne manquera pas de générer pour le développement socio-économique de ces populations. Enfin, cette initiative vise à progresser dans la réalisation des objectifs du développement durable 2030, en tirant parti de la connectivité entre les pays du Sahel, tout en prenant en considération les dynamiques, les défis nationaux qui leur sont spécifiques. Si on passe maintenant à la dimension économique et commerciale, parce que qui dit couloir, qui dit océan, dit trafic maritime, mais également les échanges. Cette initiative s'adresse à ce qu'on peut appeler un Sahel enclavé, mais prometteur. D'après plusieurs rapports des Nations Unies, les pays sans littoral ont un niveau de développement inférieur de 20% par rapport à ce qu'ils pourraient être s'ils avaient accès à la mer. Certes, le Sahel est classé parmi les Nations Unies comme étant la région la moins avancée de l'Afrique. Il est néanmoins la plus prometteuse du continent. En effet, la situation économique des pays du Sahel est contrastée. D'un côté, les agences onusiennes et les rapports indépendants ont signalé avec inquiétude que ces pays n'ont réalisé que 15% seulement de leurs objectifs de développement durable, alors qu'il reste à peine 6 ans à l'échéance de l'agenda 2030, de l'agenda développement durable. De l'autre côté, les indicateurs économiques de ces pays révèlent une résilience remarquable malgré les vulnérabilités climatiques,
sécuritaire, la guerre que leur imposent les groupes terroristes Daesh et Al-Qaïda. En d'autres termes, leur potentiel de croissance est prometteur et n'attend que la paix et la stabilité politique, mais surtout un accès facile et permanent au reste du monde pour s'exprimer pleinement. Donc, que nous disent leurs indicateurs économiques? Du moins qu'on dit que c'est un pays enclavé, mais prometteur. 1. Le PIB sahélien a quadruplé entre 1990 et 2024. La région affiche un taux de croissance économique parmi les plus élevés d'Afrique, autour de 4,8% par an en moyenne depuis 2010. 2. Malgré les difficultés, les États du Sahel, dont le PIB combiné est de 70 milliards de dollars, regorgent d'entrepreneurs dynamiques et ne sont plus urbanisés, ils sont plus urbanisés et connectés à l'Afrique et au reste du monde plus que jamais. La région offre des opportunités d'investissement dans différents secteurs, entre autres les industries extractives, les énergies renouvelables et l'agroalimentaire, avec un soutien adéquat et des investissements accrus et ciblés à l'agro-industrie, en particulier qui pourraient transformer la sous-région. 3. Les pays enclavés du Sahel ont un endettement modéré, soit 56% du PIB en 2020 contre 66% à l'échelle de l'Afrique. 4. Le secteur agricole reste quant à lui incontournable, représentant autour de 30% de la valeur ajoutée depuis les années 1990 et employant plus d'un Sahélien sur 2 en moyenne. Je crois 5 ou 6. L'agriculture est sans conteste le premier secteur économique du Sahel, où il représente près d'un tiers du PIB et 75% des emplois. La sous-région est un grand producteur de coton, de céréales, de bétail, possède un potentiel important en matière de produits horticoles, de cultures oléagineuses et de noix, etc. Enfin, les pays sahéliens restent très dépendants de l'extérieur, d'où l'importance de l'initiative royale pour les désenclaver. Leurs déficits courants sont autour de 8% du PIB entre 2017 et 2019. Pour couvrir ces difficultés, la mobilisation d'appui d'extérieur est cruciale. Ainsi, le Sahel est la région d'Afrique recevant le plus d'aide publique au développement, relativement au PIB, 7% en moyenne, et les transferts de la diaspora sont également soutenus, 6% du PIB. Enfin, la faiblesse des investissements directs étrangers, en revanche, moins de 4% du PIB, reflète une surprise dans un environnement peu propice aux affaires. La région continue de concentrer des pays à faible revenu principalement où les progrès sur le front de la pauvreté ont été mis à mal épreuve par les effets de la crise de Covid-19. Donc ces indicateurs fort encourageants interrogent sur l'inconnu de l'équation, de leur vulnérabilité économique et commerciale. À cet égard, il est permis d'avancer que l'initiative atlantique est de nature d'apporter des réponses aux problèmes structurels des pays sahéliens, qui ont tout à gagner de ce méga-projet visionnaire. Primo, en mettant à profit le corridor vers l'Atlantique et, in fine, les grands marchés mondiaux, et secondo, en mettant en œuvre les 51 accords de coopération signés avec le Maroc entre 1990 et 2024, lesquels embrassent un large spectre de domaines dont la lutte contre le changement climatique, la formation, l'assistance technique, l'agriculture, la pêche, l'éducation, la pêche maritime, l'éducation, la gestion hydraulique, la santé, le tourisme, le développement. L'initiative royale constitue également ce qu'on peut appeler de belle illustration de la coopération sud-sud. Au moment où la Banque mondiale s'inquiète dans son rapport d'avril dernier que les chocs consécutifs des turbulences mondiales, géopolitiques et pandémiques ont impacté négativement l'aide au développement et plongé 17 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême précarité en Afrique. L'initiative royale vient renforcer la féconde coopération sud-sud avec les pays du Sud dans divers domaines tels l'éducation, le développement social et autres.
Notre pays est bien reconnu à travers le monde comme étant un partenaire solidaire et dynamique dans son espace africain, tant bilatéralement que trilatéralement. Ce partenariat engagé procède de la détermination du Royaume de concrétiser la conviction exprimée récemment par Sa Majesté le Roi aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech le 13 octobre dernier. Et je cite Sa Majesté, « Nous avons en particulier fait de la coopération sud-sud notre axe d'ouverture prioritaire et nous procédons en cela selon une démarche de co-développement avec les pays frères et amis du continent. » Fin de citation. Nous venons maintenant à l'intégration régionale dont on parlait des ministres tout à l'heure. À l'ère de la globalisation, seules les économies intégrées régionalement peuvent prospérer et survivre à la concurrence des marchés, aux crises financières, énergétiques, alimentaires, sanitaires et autres. Or, l'Afrique du Nord et le voisinage sahélo-saharien ont hérité d'une époque coloniale en tant que zone géographique et d'ensemble géopolitique fragmenté. Cet héritage de balkanisation et de fragmentation coloniale est malheureusement perpétué par l'action malveillante d'un pays de la région, l'Algérie. Aussi, l'initiative royale ambitionne de changer à moyen terme les paradigmes géopolitiques et les dynamiques économiques, géopolitiques, de bilatéralisme et du multilatéralisme vers une nouvelle forme de multilatéralisme, d'intégration économique dans l'espace sahélo-saharien et nord-africain, imprimant ainsi un shift historique et géoéconomique dans les liens ancestraux entre le royaume et ses pays. Ainsi, le Sahel ne sera plus perçu comme une zone de vulnérabilité économique, de fragilité politique et de sanctuaire de la nébuleuse terroriste, mais un havre de stabilité et de développement économique. La région sahélienne ne sera plus cette immense barrière désertique séparant l'Afrique du Nord de la région subsaharienne du continent, mais un pont de connectivité, de libre circulation, de prospérité et de moteur d'intégration économique régionale. Bien plus, il aura le mérite de reconstituer l'histoire de la région et des autres et des routes commerciales jadis connues sous le nom de route des caravanes en autoroute de l'Atlantique, avec des objectifs de développement durable et des moyens modernes en projets structurants et en nouvelles technologies. L'envergure de cette initiative est d'autant plus grande qu'il revêtira inéluctablement un caractère intercontinental grâce à l'initiative marocaine en faveur des 23 pays africains de la façade atlantique, dont l'ambition est de développer les liens de coopération et les synergies non seulement intra-africains du littoral, mais également avec les États des rives prospères des continents européens et américains. Il revêtra également une dimension internationale grâce à l'initiative atlantique mise en place par les États-Unis, ce qu'on appelle Partnership for Atlantic Cooperation, au sein de laquelle le Maroc est un acteur actif et qui regroupe les pays atlantiques des 3 continents. Enfin, l'offre royale constituera un palier graduel de l'intégration subrégionale et régionale dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. En effet, les articles 3 et 19 de l'accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine consacrent la notion de l'intégration régionale et sous-régionale, laquelle constitue un mécanisme incontournable pour accélérer et valoriser les efforts d'intégration continentale, particulièrement des pays enclavés. Ce nouvel espace sahélo-atlantique ne constituera point une concurrence aux institutions ou aires régionales ou subrégionales, mais un appoint, voire une complémentarité vertueuse, adaptée aux spécificités géopolitiques des pays sahéliens. Nous avons exposé l'initiative de Sa Majesté le Roi, mais reste le problème de l'appropriation. Aucune initiative ne peut réussir si elle n'est pas appropriée par ceux à qui elle est destinée. D'où l'importance qu'elle soit adoptée et adaptée par eux-mêmes. L'appropriation de l'initiative royale par les pays sahéliens est fondamentale pour qu'elle leur soit pleinement bénéfique
Il deviendra le moteur du renforcement de leur souveraineté économique et leur sécurité alimentaire et le facteur de changement du statut géopolitique de la région à long terme. En effet, cet impératif de l'appropriation s'est immédiatement opéré. Les pays du Sahel ont pleinement saisi la portée politique de cette initiative et appréhendé les énormes opportunités qu'elle offre à leurs économies respectives. C'est la raison pour laquelle ils ont accueilli le geste royal avec enthousiasme et reconnaissance. Leurs ministres des Affaires étrangères ont tenu le 23 décembre 2024 à Rabat la première réunion ministérielle consacrée à cette initiative. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué conjoint dans lequel ils ont exprimé leur adhésion à cette initiative de portée régionale et internationale, convenu de créer une task force nationale dans chaque pays pour préparer et proposer les modalités d'opérationnalisation de cette initiative. Et 3, la finalisation de propositions à soumettre à la très haute attention de Sa Majesté le Roi, Koudoul Assis, et de ses frères, les chefs d'État des 4 pays du Sahel. Alors, ici s'impose la question, quels sont les dividendes escomptés de la concrétisation de cette initiative? Parce que nous parlons toujours d'initiatives en général, mais sans se poser la question, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Je me propose ici, modestement, d'exposer quelques éléments. Les dividendes sont énormes, tant le désenclavement de ces pays sera une grande force libératrice de leur potentialité multiforme, que vecteur structurant pour leur intégration régionale et leur libre connexion avec le reste du monde. Sans prétendre anticiper sur les propositions qui seront agréées prochainement par les chefs d'État, Inch'Allah, on peut citer 1. Accès direct à l'océan Atlantique pour l'écoulement rapide et à moindre coût de leur exportation et matières premières, la diversification de leurs voies d'approvisionnement, la stimulation de leurs échanges commerciaux et du commerce intra-africain et, in fine, renforcement de la position du continent sur le marché mondial. 2. Connectivité, avec l'accessibilité aux infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et aux pôles logistiques du Maroc, stimulation des projets structurants et pensés de façon intégrée dans la région transport multimodal. 3. Investissement et mobilité des capitaux, amélioration de l'attractivité de la région à l'investissement étranger, élargissement du réseau des banques marocaines et le secteur privé marocain en général pour accompagner cette nouvelle dynamique. 4. Intégration des politiques économiques, diversification, complémentarité économique, meilleure circulation des marchandises et renforcement des secteurs des services, stimulation des joint-ventures, mise à niveau institutionnel et administratif, réduction de l'attrait du secteur informel et renforcement de l'économie formelle. 5. Bénéfices humains et sociaux, renforcement de la mobilité des personnes, dynamisation du marché de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie, foisonnement des échanges culturels, réponse collective et proactive à la gestion de la migration et contribution à la sécurité, la paix et la stabilité. 6. Infrastructures portuaires marocaines sans égales. Les ports de Dakhla, Agadir, Casablanca, Tangimet et très prochainement Nador disposent d'infrastructures portuaires et logistiques modernes qui seront mises à la disposition des entreprises et aux transitaires des pays frères du Sahel. Ces ports donnent accès direct au marché européen, américain, moyen-oriental et asiatique. Ils offrent des services de qualité dans le traitement des délais d'attente, le coût de transit ainsi que l'utilisation de nouvelles technologies. 7. L'attrait pour les nouvelles routes de la soie. La Chine pourrait voir dans le désenclavement du Sahel d'énormes enjeux géopolitiques et de giga-projets en gain économique, commercial et en prolongement de ces voies maritimes à l'Atlantique de l'Ouest. Ces routes desservent actuellement uniquement les ports de l'Afrique de l'Est, Djibouti, Mombasa, Maputo, mais pas l'Afrique de l'Ouest. Aussi, les ports tant atlantiques que méditerranéens des royaumes seront la porte d'entrée de la Chine vers le Sahel et vice-versa. 8. Facilité d'accès aux avantages de l'accord mondial sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité marine des zones au-delà de la juridiction nationale, ce qu'on appelle le BNJ,
adopté en juin 2023. Les structures de coopération qui seront créées par l'initiative royale seront un cadre idoine pour l'opérationnalisation de l'article 7 de cet accord qui consacre le droit des pays enclavés à accéder aux ressources maritimes, dont les hautes mers, considérées comme patrimoine international de l'humanité, ce qui contribuera à leur sécurité alimentaire, leur développement et leur lutte contre la faim. Maintenant, les challenges dans la vie des nations, toutes les nations, passées ou présentes. Les projets structurants ne se mesurent pas à la facilité de leurs exécutions, mais à l'aune des défis qu'ils doivent surmonter. Et c'est le cas de l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi, qui devra faire face à 3 défis principaux: sécuritaire, financier et adversité algérienne. Le défi sécuritaire. Nelson Mandela a, dans sa grande sagesse et lucidité, déclaré que, et là je cite, « La paix est la meilleure arme pour le développement ». Fin de citation. Aussi, le grand défi que les pays bénéficiaires de l'initiative royale devront relever est de remédier à leur vulnérabilité sécuritaire et à mettre fin aux activités déstabilisatrices des groupes séparatistes et terroristes qui sévissent dans la région. En effet, le Sahel recense la plus grande concentration de groupuscules séparatistes et terroristes du monde. Il y a 2 mouvements séparatistes, un au Mali et un au Tchad. Il y a 2. Il y a, deuxièmement, la nébuleuse terroriste Jamaat Nusrat al-Islam ou al-Muslimin, qui rassemble 5 groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda, et 3, l'État islamique au Grand Sahara, dont le chef était le polisarien des camps de Tindouf, Abu Walid Sahraoui, qui a été liquidé par les forces françaises Barkhane au nord du Mali en septembre 2021. D'après l'Office du contre-terrorisme des Nations Unies, ces groupes terroristes et séparatistes ont commis durant 2023 plus de 3900 attaques, soit près de la moitié des actes terroristes dans le monde, et occasionné plus de 4593 morts, soit 47% du nombre global dans le monde. Ces groupes mettent en œuvre une stratégie de destruction systématique des infrastructures économiques. À cela s'ajoute le groupe armé séparatiste, le Polisario, qui entretient des liens étroits, avérés avec ces groupes terroristes et qui convergent avec eux sur le même double objectif de balkanisation du Sahel et de déstabilisation de la région. Conscients du préalable de la paix et la sécurité pour le développement économique de ces pays, de leur développement, les pays du Sahel ont investi de grands efforts dans la modernisation et l'équipement de leurs armées. Parallèlement, ils ont créé l'Alliance des États du Sahel, AES, ce qui constitue un développement important dans l'orientation stratégique de ces pays pour assurer collectivement la défense de leur population et combattre ensemble les hordes terroristes et séparatistes. Ainsi, la sécurisation de leurs frontières et le renforcement de leur sécurité interne vont leur permettre de relever le défi de leur redressement économique avec l'accompagnement solidaire de l'initiative royale. Maintenant, la contrainte financière. S'il est admis communément que l'argent est le nerf de la guerre, il est plus que jamais avéré que l'argent est le moteur du développement. Aussi, la réussite de tout chantier gigantesque, comme celui du corridor de l'Atlantique, nécessitera forcément un financement à la hauteur de son ambition. En effet, si du côté marocain, le pays dispose d'infrastructures et logistiques, routières, portuaires et ferroviaires que Sa Majesté le Roi a annoncé mettre à la disposition de ces pays, leur accès à l'Atlantique nécessitera impérativement, de leur côté, la construction et la mise à niveau de leurs infrastructures nationales respectives et par conséquent un financement colossal qui dépasse leur capacité financière. À cet égard, il est heureux de constater qu'à peine annoncée, l'initiative royale a été accueillie avec intérêt, enthousiasme et appréciation par un grand nombre de pays et de leurs responsables internationaux, ce qui augure d'un potentiel prometteur de canaux de financement qu'on peut résumer pour le moment à 6. 1. Les pays qui ont publiquement appuyé cette initiative sont autant de potentiels financiers.
investisseurs, contributeurs à la réalisation de cette initiative. Il s'agit notamment des États-Unis, l'Espagne, la France, les pays du Golfe. 2. Les pays du Sahel peuvent intégrer l'accord de coopération régionale proposé par le Maroc dans l'architecture de leurs accords financiers et stratégie pays avec les institutions financières internationales pour rediriger des fonds qui leur sont alloués vers les chantiers de mise en œuvre de l'initiative royale. 3. Le Maroc étant le 3e marché financier en Afrique et le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, dispose d'un statut privilégié avec ces pays, avec ses partenaires financiers. Il peut accompagner les réformes financières de ces pays dans le cadre de la coopération triangulaire et couvrir, dans la limite de ses capacités, une partie des risques liés à leur financement. 4. Les banques et le secteur privé marocain, très présents sur le continent africain, auront également leur rôle, pour ne pas dire leur responsabilité, dans la réalisation de ce méga-projet en contribuant à une partie de son financement. Le Maroc est déjà premier investisseur au Mali et au Burkina Faso. 6. Les pays du Sahel auront également le choix de recourir au soutien de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Enfin, 7. La Chine pourrait être un autre recours à travers l'enveloppe budgétaire de 68 milliards de dollars de son initiative des nouvelles routes de la soie destinées à financer les projets d'infrastructure dans les pays signataires de cette initiative. Les accords signés par Casablanca Finance City avec plusieurs banques chinoises offrent un canevas, je dirais une piste de financement à explorer. Alors, troisième adversité, ou plutôt challenge, c'est l'adversité algérienne. L'initiative royale n'a pas échappé à l'adversité obsessionnelle de l'Algérie, confirmant ainsi le proverbe africain qui dit, et je cite, c'est un proverbe africain, « Seuls les grands chefs sont jalousés et leurs idées combattues. » Fin de citation. En effet, l'initiative royale a pris de court l'Algérie par son timing, sa pertinence et sa portée internationale. Il l'a déstabilisée parce qu'il s'adresse à des États qu'Alger appelle péjorativement les pays du champ et qu'il considère depuis des décennies comme sa chasse gardée. Grâce à ses nombreux leviers de pression et de déstabilisation. Enfin, il a provoqué sa panique phobique et décelant, à tort d'ailleurs, une tentative d'encerclement par le Maroc. Et comme à l'accoutumée, l'Algérie a versé dans ses manœuvres sournoises et des initiatives hâtives et réalisables, dont le seul résultat a été l'effet d'annonce en interne. C'est le cas de la réunion tripartite du président algérien, tunisien et libyen visant à substituer à l'Union du Maghreb arabe un groupement à 3, sans la Mauritanie et le Maroc. Si heureusement la Libye, fidèle à l'idéal maghrébin, s'est rebiffée, condamnant Alger à un désolant tête-à-tête avec Tunis. C'est également le cas de la création à la hâte d'une zone franche entre Tindouf et la frontière mauritanienne, ou l'annonce le 13 février dernier de la création d'une zone franche entre l'Algérie et 5 pays africains frontaliers, en l'occurrence la Mauritanie, Mali, Niger, Libye et Tunisie, durant l'année en cours. C'est aussi le cas de l'intensification des pressions sur le Nigeria pour le lancement du projet irréalisable, car trop risqué, du gazoduc Nigeria-Algérie, dans le vain but de concurrencer le gazoduc Maroc-Nigéria. Cependant, toutes ces manœuvres algériennes n'ont aucune crédibilité, d'autant que le paternalisme honteux de l'Algérie envers les pays du Sahel, son ingérence flagrante dans leurs affaires internes ou encore son traitement inhumain de leurs ressortissants sur son sol ont amené ces pays à se cabrer publiquement contre l'Algérie. Loin d'affecter le bien fondé ni la faisabilité de l'initiative royale, les gesticulations algériennes contribuent au contraire à légitimer l'offre royale, à lui imprimer un caractère de crédibilité et surtout de solidarité sincère avec ces pays, sans condescence ni opportunisme politique, ni agenda caché. Dernier point, avant ma conclusion,
le Sahara marocain. Le Sahara marocain sera la porte de l'Atlantique pour le Sahel. Cette initiative se base sur une réalité ancestrale, puisant ses racines loin dans une histoire commune, un continuum géographique et un espace humain nourri par le caractère nomadique de ces tribus. En effet, le Sahara marocain a de tout temps joué un rôle de pont entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Les routes transsahariennes le traversaient déjà à l'époque romaine, entre 16e et 16e et le 18e siècle. Ces routes ont favorisé les échanges commerciaux et humains et l'instauration de liens sociaux avec les pays du Sahel grâce au commerce des caravanes, ce qui a érigé le Sahara marocain en un centre d'un réseau de commerce interconnecté et en moteur d'intégration du royaume dans son voisinage de l'Afrique occidentale et subsaharienne. Le déclin du commerce transsaharien et l'avènement du colonialisme avaient radicalement transformé l'espace sahélo-saharien et affaibli les liens entre les écozones du Sahel et le Sahara. Cette transformation s'est poursuivie jusqu'au XXe siècle et l'avènement des indépendances. D'une plateforme de commerce et de communication, le Sahel a été relégué à une zone d'enclavement, d'isolement et de sous-développement gangréné par des crises économiques et politiques multiples. C'est la raison pour laquelle le Maroc a résolument œuvré, dès la récupération de ces provinces sahariennes en 1975, à renouer les liens culturels, économiques, commerciaux et culturels avec les pays de son voisinage sahélien. C'est dans cette construction structurante et solidaire que s'inscrit l'initiative de Sa Majesté le Roi. Il s'appuie sur les acquis de la dynamique économique des provinces du Sud et apporte des solutions concrètes aux problèmes d'enclavement de l'espace sahélo-saharien. Et elle a le mérite, cette initiative a le mérite, 1, de consacrer l'approche royale privilégiant la promotion du développement socio-économique et humain de la région sur les approches sécuritaires et militaires qui ont démontré leurs limites. 2, capitaliser sur le modèle de développement des provinces du Sud en créant de nouvelles opportunités pour le développement de l'espace sahélo-saharien, son intégration régionale et son accès à l'Atlantique grâce aux investissements dans les infrastructures, aux échanges commerciaux et au développement du capital humain. 3, maximiser le pouvoir d'attraction du Sahara marocain et concrétiser son grand potentiel d'investissement pour en faire un hub d'opportunités multisectorielles au profit tant du Maroc que des pays du Sahel et des partenaires régionaux et internationaux. 4, arrimer les pays du Sahel à l'Atlantique, aux 23 États de son littoral, ainsi qu'à ses rives européennes et américaines, grâce au hub de Dakhla, qui sera non seulement un des plus grands ports de l'Atlantique, mais également le moteur de ce gigantesque projet d'intégration régionale. 5, imprimer un tournant historique aux relations du royaume avec son voisinage sahélien grâce à l'ancrage de son soft power politico-diplomatique et au rayonnement de son identité atlantique dans toutes ses dimensions. Enfin, 6, ouvrir la voie aux pays sahéliens vers la Méditerranée et les ports de l'Europe grâce aux infrastructures autoroutières du royaume allant de Guelguerat à Tanger et Nador très prochainement. Pour conclure, je m'excuse d'avoir été si long, j'ai 5 conclusions. Tout d'abord, 1. Pour Sa Majesté le Roi, le Sahel n'est pas une région comme les autres, moins encore une simple barrière désertique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Pour Sa Majesté le Roi, le Sahel n'est pas une zone grise. Bien au contraire, il est l'épicentre pour la paix et la sécurité régionale de la Méditerranée, la mer Rouge, l'Afrique subsaharienne et l'Atlantique. Pour Sa Majesté le Roi, le Sahel est une aire hautement stratégique dans la géoéconomique mondiale, avec son capital humain et son potentiel économique, ses spécificités politiques et sociologiques, ses contraintes sécuritaires, climatiques, environnementales, qui appellent tout à être surmontées collectivement.
2. Là où beaucoup voient des problèmes, Sa Majesté le Roi voit des opportunités à mettre en œuvre. Là où d'aucuns parlent de sous-développement endémique, de crise politique et de désespoir de la jeunesse, Sa Majesté le Roi décèle le potentiel socio-économique du Sahel, le dynamisme de ses jeunes, la confiance dans ses élites et la résilience de ses peuples. Là où certains recourent au chantage, aux menaces et à la déstabilisation par l'encouragement du séparatisme et des groupes terroristes, Sa Majesté le Roi offre la solidarité, le co-développement et la foi en la communauté du destin. 3. Le nexus paix, sécurité, prospérité fait de la centralité du développement la clé de voûte pour régler les problèmes du Sahel. Seul le développement est holistique alors que l'approche militaro-sécuritaire reste fragmentée, aussi importante soit-elle. Et seul le développement durable apporte une réponse adéquate en respectant la souveraineté politique et décisionnelle des pays du Sahel sur leur territoire et leurs richesses, contrairement aux solutions externes. 4. L'initiative royale est un réel modèle d'inspiration pour désenclaver les 47 pays dans le monde. Elle est conforme aux objectifs de l'ONU pour les pays sans littoral qui tiendront leur conférence onusienne à Kigali plus tard cette année. Elle peut servir de levier pour dynamiser le développement non seulement au sein des pays du Sahel, mais également dans toute la sous-région et le continent africain à plus long terme. L'enthousiasme qu'elle a suscité dans les pays bénéficiaires augure de son intégration et planification dans les politiques et stratégies nationales de développement et leur corollaire, la mobilisation des fonds pour financer les projets d'infrastructures nécessaires à sa mise en œuvre. Enfin, 5. L'initiative royale exprime une démarche visionnaire, mobilisatrice de nouveaux potentiels de coopération win-win et de co-développement de notre espace global, atlantico-sahélien, dans une Afrique comptant sur ses propres ressources et ouverte sur le monde. Bien plus, cette initiative est porteuse d'une invitation à une réflexion internationale sincère sur la géopolitique des mers et des océans. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été si long.